C'est bon? Ok. On a l'honneur d'accueillir aujourd'hui du coup Tristan Nitto pour une toute nouvelle conférence axée sur la partie IA, sur un format très court, donc c'est un challenge aussi pour lui. Donc vous connaissez tous, j'imagine, Tristan Nitto, fondateur Mozilla Europe, qui aujourd'hui travaille chez Octo. Je vais laisser se présenter et puis démarrer tout de suite puisque le timing est un peu juste. Merci Benjamin, bonjour à tous. Voilà, donc je m'appelle Tristan Nitto et je vais vous parler d'IA aujourd'hui et qui est un outil absolument formidable, excitant, innovant. On découvre tous les jours des nouveaux trucs qu'il sait faire, c'est super. Mais je vais poser une question un peu existentielle, c'est est-ce que l'humanité a les moyens de s'offrir ce nouvel outil? Et vous allez voir, la réponse n'est pas un immense oui immédiat. Mais ça n'est pas un non immédiat non plus, on va voir. Alors, un petit CV, comme c'est l'heure du déjeuner et que vous avez déjà toute la matinée dans les pattes, j'ai mis des gros logos pour que ça soit facile à suivre pour tout le monde. Je ne vais pas passer des heures dessus. Alors, j'ai mis le logo Netscape parce que ça fait frémir les vieux. J'ai mis un logo Mozilla parce que j'y ai passé 17 ans et que c'était quand même le meilleur moment de ma carrière. J'ai fait un tour chez Scaleway où j'étais responsable sustainability, comme on dit, donc développement durable. Et maintenant, je suis chez Octo Technologies, qui est un cabinet de conseil et ESN, sur lesquels je travaille sur la sustainability, enfin sur le développement durable. Côté de ça, peut-être que vous avez déjà lu le Standblog qui a fêté ses 22 ans, standblog.org. J'ai écrit des livres et maintenant je fais surtout des podcasts. Donc l'Octet Vert, Climat numérique et bonne humeur, et Frugarilla, qu'on trouve sur frugarilla.fr, qui appartient à Octo. Et je travaille pour des institutions bénévolement, CNUM, CNIL, Comité national d'éthique du numérique, le CIGREF, et maintenant je suis au TAG, Technical Architecture Group, du W3C. Voilà. Alors, en fait, avant de commencer sur l'IA, il faut savoir qu'on a un problème, ou plutôt on a 7 problèmes. C'est les limites planétaires. Les limites planétaires, aujourd'hui, des chercheurs en recensent 9, et sur 9 de ces limites planétaires qui sont toutes listées ici, eh bien en fait il y en a 6 qui sont déjà largement dépassées et la 7e qui est en cours d'être dépassée. Donc en fait on vit à crédit en tant qu'espèce sur une planète dont on ne peut pas sortir. Alors peut-être qu'on pourra aller sur Mars, mais alors si vous trouvez Mars plus sympathique à vivre que la Terre, c'est que vous êtes mal documenté en lisant la mauvaise brochure, celle d'Elon. Parce que globalement, Mars, ça veut dire habiter dans un trou pour se protéger des radiations et vivre avec n'importe quoi. Enfin, c'est gros, on vit dans des souterrains. Donc Mars n'est pas la solution. Donc comme on va devoir rester sur la planète Terre, eh bien, il va falloir quand même arrêter de déconner et rester au niveau du cercle vert qu'on trouve ici. Donc on ripe de partout, et en fait le problème le plus grave, on parle souvent du changement climatique, mais c'est pas ça, c'est l'effondrement de la biodiversité. La biodiversité s'effondre, et c'est une réalité, ça c'est les courbes. Depuis 1970, elle s'effondre. Il y a de moins en moins d'espèces qui vivent sur la Terre. Et c'est un problème parce qu'en fait, ces espèces, elles nous aident à avoir une planète habitable. C'est ça qui va nettoyer l'air, c'est ça qui va nettoyer l'eau, c'est ça qui va fertiliser les sols, c'est ça qui va fertiliser avec les pollens, etc., les plantes. Si on retirait tous ces écosystèmes, il n'y aurait plus rien qui marcherait sur la planète. Et on ne pourrait plus boire, plus respirer, plus manger, plus habiter. Donc ça, c'est notre problème numéro 1. Et en gros, tout le monde s'en fout. Le deuxième problème qu'on a, c'est le changement climatique, c'est-à-dire concrètement le réchauffement climatique qui fait que un peu partout dans le monde, y compris dans des endroits tempérés comme l'Angleterre, on a des problèmes qui sont des événements météorologiques extrêmes qui sont plus puissants et plus fréquents. Ça, évidemment, tout le monde, on vous a suffisamment bassiné avec cette histoire, mais c'est une réalité. Et il faut faire quelque chose. Alors je vais zoomer un petit peu sur le sujet. Ça, c'est l'augmentation de la température moyenne. Vous voyez, de 1960 à 2020, eh bien, ça bouge, ça augmente. Et c'est comme dans les robinets de votre salle de bain. Le bleu, c'est quand c'est froid, et le rouge, c'est quand c'est chaud. Et bien là, vous voyez, on va clairement vers le plus en plus chaud. Et c'est pas pareil de revenir à la normale. Alors ce graphe-là, qui est donc une augmentation de la température de la planète, eh bien, j'en ai fait une superposition avec
l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez que le CO2 augmente, et il augmente même de plus en plus, ce qui cause directement les réchauffements qu'on peut constater en moyenne. Et quand même, on voit bien qu'il y a une corrélation qui est complètement validée par les scientifiques du GIEC, qui eux-mêmes valident des recherches scientifiques qui sont faites par d'autres scientifiques. Et on voit que les deux vont de pair. Et vous allez voir qu'on a quand même décidé de faire quelque chose. Et j'ai affiché toutes les fois, on a tapé du poing sur la table en disant que vraiment ça suffit. Et il faut vraiment que ça change. Et vous voyez, ça n'a pas changé du tout. Le dernier, 2015, alors il y en a bien plus en fait, mais j'ai mis les gros. Le dernier, c'est l'accord de Paris, où même Fabius avait la larme à l'œil en disant « Ah ça y est, vraiment on fait quelque chose d'important », que dalle, ça continue. Alors, le même graphe en gros, la partie gauche que vous voyez, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Avant, je vous montrais juste la concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc c'est pas tout à fait la même chose. Le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre, mais il y en a d'autres, dont le protoxyde d'azote, dont le méthane. Mais là, c'est la moyenne, c'est la courbe grise que vous voyez à gauche. Et sur la droite, c'est les scénarios possibles pour le futur. C'est pour ça que c'est en forme de cône. C'est parce que c'est pas pour fumer, quoi que ça nous détendrait sûrement, mais c'est parce que c'est un éventail des possibles. Alors le rose, c'est si on avait décidé de rien faire. Et Dieu merci, on n'est pas là. Donc je veux dire que le verre n'est pas complètement vide. On a décidé de faire quelque chose et donc on n'est pas dans le cône rose. Ça tombe bien parce qu'il nous amènerait à un réchauffement moyen au niveau de la planète de 4 à 5 degrés. Et c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que l'accord de Paris nous dit c'est ici qu'il faut être. Il faut être le plus près possible de 1,5. Donc ça veut dire qu'il faudrait, après tellement d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, il faudrait descendre radicalement pour arriver ici dans le vert. Ou à la limite, 2 degrés, c'est l'autre trajectoire qui est vraiment le maximum qu'on peut faire. Mais si on est à 1,5, c'est mieux, c'est beaucoup plus confortable, et donc c'est ça qu'il faut faire. Et manque de bol, en fait, on est dans le orange. Alors, je n'ai pas la toute dernière version du graphe. Maintenant, c'est plus 2,9, c'est 3,1. Donc, et le orange, c'est en gros, si jamais toutes les décisions qu'on a prises, on les tient. Et qu'on ne revient pas en arrière. C'est que si Trump ne revient pas, on est dans le orange. Vous voyez ? Bah, évidemment, s'il revient et qu'il commence à détricoter les engagements qu'on a pris, on va remonter. Donc, pour l'instant, on est là. Et ce n'est pas une super bonne nouvelle, parce qu'en fait, au-delà de 2 degrés, les choses s'emballent. Le climat s'emballe. Et c'est un vrai problème. Alors, maintenant, petite minute philosophique, je vais vous présenter Upton Sinclair. Upton Sinclair, qui est un penseur américain, qui a expliqué cette chose qu'on devrait tous avoir gravée sur le fronton de nos maisons, qui est il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Et ça, fondamentalement, c'est le problème que toute l'humanité a. On est tous payés pour ne pas comprendre ça. On est tous payés probablement pour faire de la croissance, pour vendre plus, consommer plus, etc. Et donc, on fait tous partie du problème. Je suis désolé, c'est un peu cash, de toute façon on n'a pas beaucoup le temps, donc autant y aller. Mais c'est la réalité. On est payé pour ne pas le comprendre. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que vous aussi, et moi aussi, je ne suis pas meilleur que les autres, je suis payé pour ne pas le comprendre. Moi, j'ai des collègues qui me disent que je ferais bien de fermer ma gueule parce qu'on a quand même beaucoup de prestations vachement sympas à vendre à des gens du pétrole ou de l'aviation, quoi. Bon, je suis pas d'accord avec eux et je ferme pas ma gueule, mais je le dis quand même. Mais on me l'explique gentiment. Alors, on va parler d'IA maintenant. Ça, c'est l'évolution de la puissance informatique qui est utilisée pour faire de l'IA. Et pendant longtemps, ça a été la loi de Moore. Et maintenant, avec les GPU, etc., vous voyez, on a fait 300 000 en quelques années. Fois 300 000. On utilise 300 000 fois plus de puissance pour faire de l'IA qu'on utilisait avant. Parce que c'est disponible. Et parce que les gens ont découvert que c'était disponible et qu'ils peuvent s'en servir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est
l'IA, ça a commencé à monter en puissance, etc. Mais là où ça a vraiment décollé, c'est quand les gens, ils ont vu ChatGPT et ils ont pu l'essayer eux-mêmes. Ou DALL-E, ou Stable Diffusion, ou des choses comme ça. Ils ont commencé à faire des images, faire des textes. Et ça y est, les ordinateurs s'exprimaient comme des humains. Et ça, c'était nouveau. Et tout le monde pouvait essayer. Et objectivement, j'ai trouvé ça excitant. C'est normal, c'est incroyable. Il y a en 2018, j'ai vu, je crois, en 2019, j'ai vu un ordinateur décrire une image qu'on lui donne. C'était Facebook qui faisait ça. Je fais putain, ça y est, on a des ordinateurs qui ont des yeux et qui peuvent décrire le monde. C'était mais inenvisageable. Enfin, moi, j'ai développé en assembleur. Donc, vous voyez le saut quantique qu'il a fallu faire entre tu manipules des objets qui font 8 bits chacun à tu manipules le monde, quoi. C'est plus du tout la même chose. Donc, franchement, c'est incroyable, c'est excitant, mais ça se fait au prix d'une puissance développée qui est phénoménale. Et là, vous voyez, le graphe il s'arrête en 2020, c'est-à-dire il s'arrête avant ChatGPT. Hein, et ça fait 4 ans de plus. Donc, ça continue, quoi, tout simplement. Alors, l'adoption de l'IA, c'est du jamais vu. Hein. ChatGPT a mis 2 mois pour avoir 100 millions d'utilisateurs. TikTok a mis 9 mois. Et pourtant, c'est une sacrée saloperie TikTok, hein, dans le genre viral. 9 mois. C'est-à-dire que ChatGPT, c'est allé beaucoup plus vite. Instagram avait mis 30 mois. Google Translate, 78 mois. Un autre graphe à côté que j'aime bien, c'est que l'humanité a mis 149 ans pour faire 15 milliards de photos. Et l'IA a mis 1 an et demi pour produire 15 milliards de photos. Alors, donc, oui, ça va super vite, c'est incroyable. Ça pose un deuxième problème, c'est que maintenant, l'IA est en train de s'entraîner sur des photos générées par de l'IA. Donc, elle mange son propre caca, ce qui, on sait, n'est pas bon pour la santé, hein, mais juste, je vous le mets de côté, celle-là, parce qu'elle est importante quand même à retenir. Donc, on a beau lui nourrir avec des photos qu'on prend, de toute façon, l'IA en génère plus, quoi. Donc, statistiquement, l'humain est dilué dans cette masse d'informations. Le déploiement massif de l'IA, il est prévu, alors ça c'est prospectif, hein, vous voyez, on en est au niveau de la barre rouge, ça va augmenter énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la partie du graphe qu'on ne voit pas, ça c'est la consommation des data centers, hein, la consommation électrique des data centers. Avant 2016, ce qu'on ne voit pas, c'est que la consommation des data centers a été complètement plate. Et pourquoi elle était plate? C'est parce que, en fait, on ne mettait pas beaucoup de calculs dans les data centers. Et en plus de ça, on avait des data centers qui étaient super mal fichus. Hein, en gros, un data center, c'est quelque chose qui consomme de l'énergie, énergie qui est transformée essentiellement sous forme de chaleur, par effet Joule, donc ça dégage beaucoup de chaleur. Et donc c'est un peu comme un four ou un radiateur, si vous voulez, voilà. C'est un four, c'est un radiateur. D'ailleurs, quand on crée une nouvelle salle dans un data center, on la teste avec des radiateurs soufflants industriels pour voir si elle consomme, si l'arrivée d'électricité tient le choc et si on arrive à évacuer cette chaleur. En fait, voilà, un data center, c'est comme si on mettait des radiateurs dans un frigo géant. Ce qui, objectivement, est un petit peu con. En plus, ça fait des calculs. Mais fondamentalement, d'un point de vue électrique, c'est ça. Et les data centers, il fallait beaucoup d'électricité pour refroidir les radiateurs qu'on mettait dedans. Et on est devenu un peu moins bête avec le temps. On s'est rendu compte que quand même, ça coûtait cher cette énergie des frigos. Donc il fallait l'optimiser et on a optimisé l'énergie pour refroidir les radiateurs. Enfin, les ordinateurs. Enfin, c'est la même chose. Donc, ce qui fait que on mettait de plus en plus d'ordinateurs dans les data centers, mais ceux-là consommaient de moins en moins par ordinateur. Et donc, c'était flat. Et là, c'est plus flat du tout. Ça s'envole. L'inconvénient, c'est que de l'énergie, on n'en a pas tant que ça. De l'électricité, on n'en a pas tant que ça. Hein? Alors déjà, on n'a jamais brûlé autant d'énergie renouvelable. On met d'énergie fossile, pardon. Maintenant, en Irlande, ils ne savent plus les alimenter. Ils sont obligés de mettre des moteurs diesel pour faire tourner les data centers, etc. Et évidemment, Google et Microsoft voient leurs émissions de CO2 exploser.
Alors, quelles sont les solutions pour éviter en fait ce crash, hein? Souvenez-vous, si je reviens en arrière, là l'idée c'est de baisser, hein. C'est de descendre, hein. C'est pas de monter, c'est de rester sur une planète habitable. Donc comment est-ce qu'on fait? Vous voyez, vous avez vu là, ça monte, c'est pas le bon côté. Il faudrait que ça descende. Je suis obligé de parler lentement parce que c'est quand même compliqué. Voilà, l'IA nous fait monter en consommation alors qu'il faudrait descendre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pourrait interdire l'IA. Bon, sauf qu'on sait bien que ça ne va pas arriver. Sauf qu'on sait bien quand même qu'un jour, c'est déjà arrivé, qu'on se dise, la puissance atomique, c'est pas bien, ça fait des morts. Et on a réussi plus ou moins à freiner l'usage de l'atome. Pas arrêter complètement, hein, mais il y a déjà des efforts de régulation qui sont faits et qui ont plus ou moins fonctionné sur ce cas précis. Mais aujourd'hui, l'IA n'est pas du tout perçue comme étant un problème autant que l'atome. Alors, deux autres méthodes pour limiter le problème, eh bien, c'est d'utiliser des algorithmes qui donnent des résultats sans trop consommer. Là, vous voyez un algorithme dit Random Forest qui donne une précision sur un problème de 98% des cas. Et là, vous avez un réseau de neurones qui donne un résultat à 98%. Sauf qu'il y en a un des deux, le réseau de neurones, qui est donc ce qu'on utilise dans les LLM, dans l'IA, eh bien, il consomme 19 fois plus que le Random Forest. Donc en fait, à chaque fois que vous utilisez un LLM, il est probable qu'il y ait un outil qui peut donner le même genre de résultat, mais avec une consommation considérablement moindre. Alors là, c'est un bon exemple parce qu'il y a quand même 19 fois un facteur 19 entre les deux. Bon, par contre, si c'est utilisé, je ne sais pas moi, ça pour faire des choses inutiles, c'est un petit peu un problème. Exactement cet exemple, en fait, publié avec l'accord de l'auteur. Hein, c'est pas un truc que j'ai pompé sur Internet, j'ai payé pour. Et donc voilà un exemple qui malheureusement est à peine caricatural. C'est les gens qui font écrire leurs emails par des LLM et d'autres qui en face font résumer le mail trop long par des LLM. Donc 2 fois de suite, on a utilisé un LLM pour des prunes. Et c'est complètement con. Voilà. Excusez-moi, je dis des gros mots, mais le problème m'y incite. Alors, autres possibilités. Et pourquoi les gens font ça? Pourquoi est-ce que les enfants font leurs devoirs avec des LLM? Eh bien, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout conscience de ce que ça consomme comme énergie. Donc, on pourrait mettre en face des différents algorithmes une notion d'étiquette d'énergie, de consommation qui va avec. D'utiliser une application standard, eh ben c'est A+. Si vous êtes dans une régression linéaire, c'est B. Si c'est des arbres de décision qui sont plus complexes, plus consommateurs, c'est D. Les réseaux de neurones, c'est F. Et les LLM, c'est X. Pas Twitter, hein, non. X, la lettre. Y, si vous voulez. Et réserver les choses les plus consommatrices pour les cas où ça mérite. Alors, mon choix d'ICO n'est pas idéal. Hein, j'ai piqué ça à un de mes collègues et on m'a dit « Ah ouais, dis donc, on dirait vraiment une pub pour Elon Musk à la fin. » Non, bon alors, oubliez celui-là. Hein, mais utiliser en fait de la puissance pour la vraie importance des problèmes. S'il s'agit de sauver une vie humaine, oui, on peut utiliser des réseaux de neurones pour reconnaître une image, analyser mieux, etc. Parce que ça se mérite. Mais si c'est, par exemple, sauver des milliers de vies ou des centaines de vies, là, on peut utiliser des choses encore plus puissantes. Et enfin, dernière possibilité, et celle-là est un petit peu futuriste, mais il faut savoir que ça existe, et c'est mon avant-dernière slide, comme quoi il y a de l'espoir, on peut finir en 20 minutes, c'est inventer un tout autre type d'électronique. Aujourd'hui, on utilise des GPU pour faire des multiplications et des additions. Parce qu'un réseau de neurones, c'est beaucoup de multiplications de matrices. Et donc, c'est des multiplications de coefficients, de poids avec la sortie d'un neurone. Et ensuite, on va additionner tout ça.
Mais avec de l'analogique, on sait très bien faire ça. Alors ceux qui ont fait un peu d'électricité ou des prépas ou qui sont allés en terminale scientifique le savent. Il y a la loi d'Ohm, U égale RI. Avec U égale RI, on sait faire une multiplication. C'est une multiplication. Et à droite, alors on ne reconnaîtra pas, mais c'est Kirchhoff. Lui, il a fait deux lois, dont une des deux s'appelle la loi des nœuds, et qui dit, en fait, vous savez faire des additions d'électricité en mesurant des intensités entrantes. Donc on peut imaginer une nouvelle génération de circuits complètement différents qui ne sont pas digitaux, qui ne sont pas binaires, mais qui seraient analogiques. Et évidemment, ça serait infiniment plus simple et infiniment moins consommateur d'énergie. Pour l'instant, il y a genre 3 startups qui se battent en duel sur le sujet, mais c'est pas exclu qu'on ait vraiment qu'on franchisse une frontière qui soit complètement différente. Je ne sais pas si on va le faire ou pas, j'en sais rien. Je dis juste, c'est une possibilité qui dirait, voilà, on peut faire de l'IA, mais elle consommerait 10 fois moins, ou 100 fois moins, ou 1000 fois moins qu'on ce qu'on ferait aujourd'hui. Mais il faudrait quand même faire attention à l'effet rebond, effet qui est qu'à chaque fois que ça consomme moins, on en fait plus plutôt que de diminuer la consommation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les SUV sont les voitures les plus vendues en France. Alors qu'on a fait beaucoup de progrès sur les moteurs et leur consommation, les gens, au lieu de rester sur des petites voitures qui consommaient moins, et donc on consomme moins généralement, ils sont tous achetés des plus grosses bagnoles. Voilà, moi je roule en 207 Peugeot. Voilà. Merci, on n'a pas le temps pour les questions? Non? C'est mort. Merci beaucoup.